Mon fiancé a insisté, mon amie va rester chez nous, elle n'a pas encore trouvé d'appartement. J'ai répondu, d'accord. Puis j'ai déménagé et je l'ai laissé payer le loyer seul. Il a paniqué quand le propriétaire est venu réclamer le loyer, et aucun d'eux. Je m'appelle Émilie Karadec. J'ai 31 ans. Et jusqu'à récemment, je pensais avoir les pieds sur un terrain solide. Pas parfait, pas glamour, mais stable de cette manière tranquille et adulte qui vient du fait de payer ses factures à temps, de planifier un mariage avec des tableaux Excel avec un code couleur, et de croire sincèrement, que la personne à vos côtés construit le même avenir. J'étais avec Sébastien depuis 4 ans, fiancé depuis 8 mois. Nous avions emménagé dans notre appartement de 3 pièces il y a un peu plus de 2 ans, du genre avec une lumière décente, des murs fins et juste assez d'espace pour imaginer une vie qui s'épanouit. La chambre d'amis avait déjà été mentalement convertie en une future chambre d'enfant, ou un bureau, ou un endroit pour la famille en visite pendant les vacances que nous promettions sans cesse d'organiser. Le bail, cependant, était uniquement à mon nom. Pas parce que je voulais le contrôle, pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que le dossier de location de Sébastien ressemblait à quelque chose constitué pendant une mauvaise année puis oublié. Nous avions convenu ensemble que je m'occuperais du bail. Il contribuerait sa moitié grâce à son travail de graphiste indépendant. Et la plupart du temps, ça fonctionnait. La plupart du temps. Il y a 3 semaines, après le dîner, il s'est assis en face de moi à table avec cette expression. Cette expression que j'ai depuis appris à reconnaître, le regard de celui qui s'apprête à vous demander quelque chose de déraisonnable, mais en le formulant comme si c'était le bon sens même. Et, dit-il prudemment, sans me regarder dans les yeux. On peut parler de quelque chose ? J'ai posé ma fourchette, ma poitrine s'est serrée. Pas de la panique, juste de l'instinct. D'accord, dis-je. Il a gratté le bord de son assiette, puis un éclat de vernis sur son pouce. Alors, mon ex m'a appelé hier. C'était ça. C'était le moment. Ce subtil déclic intérieur, quand votre corps sait avant que votre esprit ne comprenne. Ton ex ? Répétai-je, d'une voix lente et plate. Oui, enfin, s'empressa-t-il d'ajouter. Ça fait des années. On est amis maintenant. Rien de bizarre. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Elle passe un très mauvais moment, a-t-il continué. Sa jeune pousse a fait faillite. Elle a perdu son appartement. En gros, elle vit dans sa voiture en ce moment. Je me suis légèrement penché en arrière, croisant les bras. Pas sur la défensive, juste pour m'ancrer. Et je me demandais, il a finalement levé les yeux. Je me demandais si elle ne pourrait pas rester dans notre chambre d'amis juste pour quelques semaines, le temps qu'elle se remette sur pied. Les mots sont tombés doucement, trop doucement, comme s'il les avait répétés. Je l'ai fixé. La chambre d'amis. La pièce où nos cartons de mariage étaient empilés. La pièce avec le lit d'appoint que nous plaisantions de changer après la lune de miel. La pièce qui existait à l'intérieur de la vie que nous construisions. Tu veux que ton ex-petite amie, dis-je en choisissant chaque mot avec soin, emménage dans notre appartement ? Ce n'est pas mon ex dans ce sens-là, dit-il rapidement. C'est juste quelqu'un à qui je tiens. Elle n'a personne d'autre. Alors pourquoi t'appelles-t-elle, toi, demandai-je doucement, quand sa vie s'écroule ? Le changement dans son expression fut immédiat, défensif, irrité. Parce que je suis une bonne personne, Émilie, lança-t-il. Parce que je n'abandonne pas les gens quand les choses deviennent difficiles. Mon Dieu, je ne pensais pas que tu manquerais à ce point d'assurance. Le voilà. Le mot qui met fin aux conversations. Manque d'assurance. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. Pas encore de la colère, mais quelque chose de proche. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été la personne calme, la personne raisonnable, celle qui ravalait son malaise pour maintenir la paix. J'ai grandi dans une maison où chaque désaccord se transformait en dispute où les voix montaient. Les portes claquaient, les voix s'élevaient. Je m'étais promis de ne jamais vivre comme ça. Alors quand un conflit survient, je n'explose pas. Je deviens silencieuse. Et ce soir-là, je suis devenue très silencieuse. J'ai regardé Sébastien. Je l'ai vraiment regardé.
Cet homme que j'avais soutenu à travers ses changements de carrière, pour qui j'avais couvert le loyer quand les factures tardaient, que j'avais défendu auprès de mes amis quand ils me demandaient pourquoi je semblais toujours être la responsable. Et maintenant, il me demandait de prouver mon amour en sacrifiant mon confort tout en me faisant sentir déraisonnable d'hésiter. Quelque chose a basculé. Je ne peux pas l'expliquer clairement. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas un cœur brisé. C'était de la lucidité. Tu sais quoi? Dis-je, ma voix si calme qu'elle en devenait étrange. Si ça compte autant pour toi, elle peut rester. Son visage s'est illuminé comme si je lui avais offert un cadeau. Vraiment, dit-il, le soulagement inondant son ton. Oh mon Dieu! Merci. Je savais que tu comprendrais. Il s'est levé, a fait le tour de la table, m'a serré fort dans ses bras. Je l'ai étreint en retour. Et pendant qu'il me tenait, célébrant déjà sa victoire, j'ai commencé à planifier. Je n'ai rien dit d'autre ce soir-là. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas posé de conditions. Je n'ai pas demandé de réconfort parce que j'avais réalisé quelque chose d'important. Si je disais non, je serais la méchante. Si je disais oui, j'étais libre de choisir la suite. Et il n'en avait aucune idée. Sébastien semblait plus léger après cette conversation, presque euphorique, comme s'il venait d'échapper à une balle qu'il n'avait même pas réalisé avoir tirée. Le lendemain matin, il fredonnait dans la cuisine en préparant le café. Un tic inconscient que j'avais appris à reconnaître en 4 ans. Fredonner signifiait le soulagement. Fredonner signifiait qu'il pensait que le plus dur était passé. Merci encore, dit-il nonchalamment en me tendant une tasse. Je sais que ce n'était pas facile. J'ai hoché la tête, pris une gorgée, me suis légèrement brûlé la langue, sans réagir. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le plus dur n'avait même pas commencé. Ce que je n'ai pas dit, c'est que mon accord n'était pas un pardon. C'était une confirmation, parce que maintenant, j'observais. Sébastien a immédiatement envoyé un message à son ex. Je l'ai su à la vitesse à laquelle son humeur est passée de prudente à énergique. Il a incliné son téléphone loin de moi. Pas de manière spectaculaire, juste assez pour signaler une conversation privée. Une autre petite donnée. Elle est tellement soulagée, a-t-il dit plus tard, sans qu'on le lui demande. Tu l'as vraiment sauvée. Tu l'as sauvée. Pas nous, tu. Le mot s'est logé dans un endroit désagréable de ma poitrine. Au cours des 2 jours suivants, j'ai remarqué comment l'histoire évoluait à chaque fois qu'il la racontait. Au début, c'était « j'ai demandé à Émilie si c'était d'accord ». Puis, Émilie a totalement compris. À la 3e narration à sa sœur au téléphone en haut-parleur, c'était devenu, en fait, c'est Émilie qui l'a suggéré. Elle est comme ça. Je ne l'ai pas corrigée. Cette nuit-là, allongée à côté de lui dans le lit, fixant le plafond pendant qu'il dormait paisiblement, j'ai rejoué la conversation qui nous avait amenés là. Pas seulement ce qu'il avait dit, mais la rapidité avec laquelle il avait transformé mon malaise en un défaut de caractère. Manque d'assurance, jalousie, méchanceté. C'était subtil, toujours subtil. Sébastien ne criait jamais, n'exigeait jamais rien de front. Il présentait tout comme de la logique, de la morale, de la raison. Si je résistais, je n'étais pas en désaccord, j'échouais à un test. J'avais déjà vu ce schéma, même si je n'avais pas mis un nom dessus jusqu'alors. La gentillesse, lorsqu'elle est utilisée comme une arme, cesse d'être de la gentillesse. Le lendemain soir, j'ai essayé une fois, juste une fois, de recadrer les choses. Alors, dis-je en gardant un ton neutre. Quel est le plan en termes de durée? Pourquoi, demanda-t-il. Pour son séjour ici. Oh, je veux dire, jusqu'à ce qu'elle soit stable, dit-il vaguement. Quelques semaines, 1 mois, peut-être. 1 mois? Répétai-je. Eh bien, tu sais comment est le marché du travail, ajouta-t-il. Je ne veux pas lui mettre la pression alors qu'elle est déjà fragile. Lui mettre la pression? Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras vaguement croisés. Et nous alors? Il a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Notre espace, notre routine, nos limites. La voilà,
cette lueur d'irritation à nouveau. Le sentiment que je compliquais quelque chose de simple. Émilie, dit-il patiemment. Je pensais qu'on en avait déjà parlé. Je pensais que tu étais d'accord avec ça. J'ai dit qu'elle pouvait rester, répondis-je. Je n'ai pas dit que j'avais cessé d'avoir des sentiments à ce sujet. Il a expiré brusquement. Donc maintenant, je n'ai pas le droit d'aider quelqu'un sans que ça devienne toute une histoire? J'ai regardé la conversation dérailler en temps réel. Non, dis-je lentement. Je dis que je veux de la clarté. Et je dis que tu analyses tout à l'excès, rétorqua-t-il. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi tout doit être analysé à mort. Le revoilà. Mon besoin de clarté transformé en dysfonctionnement. Je suis devenue silencieuse. Pas parce que je n'avais plus rien à dire, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose de fondamental. Sébastien ne voyait pas cela comme notre problème à résoudre ensemble. Il le voyait comme mon obstacle émotionnel à surmonter. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le bail. Mon nom, seulement mon nom. J'ai relu lentement les clauses. Préavis de résiliation, règles d'occupation, résidence non autorisée. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Je me sentais lucide. Le lendemain matin, pendant que Sébastien était sous la douche, je suis sortie sur le balcon et j'ai appelé mon propriétaire. Bonjour, dis-je doucement. J'ai besoin de vous demander quelque chose d'ordre hypothétique. Il a écouté, posé des questions, puis a répondu clairement, et à chaque phrase, le sol sous mes pieds devenait plus stable. Quand j'ai raccroché, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais résolue. De retour à l'intérieur, Sébastien est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille, souriant comme si de rien n'était. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui » dis-je facilement. « Tout va bien. » Et pour la première fois depuis des semaines, c'était vrai. Juste pas de la manière qu'il pensait. Ce qui est étrange avec la lucidité, c'est son silence. Pas de musique dramatique, pas de main tremblante, pas de pensée qui s'emballe, juste une conscience calme, presque clinique, de ce qui doit être fait ensuite. Après mon appel avec le propriétaire, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas confronté Sébastien. Je n'ai pas exigé de promesses, de délais ou de réconfort que je savais déjà intenables. J'ai commencé à me préparer, soigneusement, invisiblement. Sébastien, pendant ce temps, était de bonne humeur, plus léger que je ne l'avais vu depuis des mois. Il envoyait des messages constamment, son téléphone jamais à plus de quelques centimètres de sa main. Quand j'entrais dans une pièce, les conversations s'arrêtaient. Pas brusquement, juste assez. Elle arrive en voiture jeudi, dit-il un soir en piquant un morceau de poulet. Je lui ai dit de ne s'inquiéter de rien. On s'occupe de tout. J'ai hoché la tête. D'accord. Il a souri, soulagé à nouveau. Cette gratitude sans mots pour ma docilité. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à séparer ma vie de l'appartement de manière que seule une personne connaissant l'espace intimement peut le faire. Les documents importants d'abord. Passeport, carte vitale, acte de naissance, ancienne déclaration d'impôt. Je les ai glissés dans une pochette fine et les rangés dans mon sac de travail où elles n'attireraient pas l'attention. Puis de petites choses personnelles, un pull par-ci, une paire de bottes par-là, des bijoux que je portais assez souvent pour que leur absence ne soit pas remarquée immédiatement. J'ai mis en carton des livres, mes livres, et les ai étiquetés pour une association. Un mensonge, mais un mensonge utile. Ils sont allés directement dans le coffre de ma voiture. Sébastien n'a rien remarqué. Il était trop occupé à se préparer pour elle. La chambre d'amis s'est transformée en moins de 48 heures. Des draps frais, de nouveaux oreillers, une petite lampe qu'il a déplacée du salon parce que, selon ses mots, elle aime une lumière plus douce. Il se souvenait de choses à son sujet. Ce fait a pesé plus lourd qu'il n'aurait dû. Elle est vraiment excitée de te voir, dit-il nonchalamment un soir. Elle a dit que ça signifiait beaucoup pour elle que tu sois d'accord avec ça. J'ai levé les yeux de mon téléphone. A-t-elle demandé? Il a hésité. Eh bien, elle sait que c'est aussi ton appartement.
Un autre changement subtil. Ton appartement, aussi. J'ai souri finement. Je suis sûre qu'elle le sait. Mercredi soir, je suis restée tard au travail exprès. J'avais besoin d'espace, de distance, de temps pour réfléchir sans sa présence qui recadrait tout. Quand je suis rentrée, Sébastien était sur le canapé, ordinateur portable ouvert, en pleine conversation. Il a levé les yeux. Désolé, je ne t'ai pas entendu entrer. J'ai fait un signe de tête vers l'écran. C'est elle? Il n'a pas nié. Oui, elle panique un peu pour la route. Je suis allée dans la chambre et j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, éveillée, j'ai pensé à tous les moments que j'avais ignorés au fil des ans. Combien de fois j'avais été la personne stable pour qu'il puisse dériver? Combien de fois ma flexibilité était devenue une attente au lieu d'un cadeau? Et j'ai pensé à autre chose aussi. Que la paix ne vient pas toujours en réparant les choses. Parfois, elle vient en les laissant s'effondrer sous leur propre poids. Jeudi matin, j'ai fait le café comme d'habitude, j'ai embrassé Sébastien sur la joue avant de partir au travail, lui ai dit que je pourrais être en retard. D'accord, dit-il distraitement. Elle devrait être là en début de soirée. Elle, pas mon ex, pas l'invité, juste elle. Au déjeuner, je suis allée dans un garde-meuble à 10 minutes de mon bureau et j'ai signé un contrat mensuel, petite unité, climatisée, sans chichi. Je me sentais étrangement calme en y chargeant le premier carton cet après-midi-là, comme si je déplaçais des pièces sur un échiquier qui m'avait déjà montré la fin de la partie. Quand je suis rentrée ce soir-là, sa voiture était déjà là. Une berline cabossée garée de travers à ma place. À l'intérieur, j'ai entendu des rires. Ces rires. J'ai franchi la porte et je les ai vus dans le salon. Debout trop près, parlant trop vite, une énergie bourdonnant entre eux comme si elle n'était jamais partie. Elle s'est tournée la première, la trentaine, les yeux fatigués, un sourire confiant. Oh, dit-elle vivement. Tu dois être Émilie. J'ai souri en retour. C'est bien moi. Elle m'a serré dans ses bras sans attendre ma permission. Sébastien regardait, soulagé. Merci encore, dit-elle chaleureusement. Tu n'as aucune idée de ce que ça représente pour moi. Je la croyais, et c'était ça le problème, parce que la signification ne crée pas un droit. Cette nuit-là, après une conversation polie et une normalité forcée, j'étais allongée dans mon lit, écoutant leur voix dériver du salon longtemps après que Sébastien ait dit qu'il était fatigué. Je n'ai pas interrompu. Je ne me suis pas manifestée. J'ai regardé le plafond, compté mes respirations et finalisé le calendrier dans ma tête. 10 jours. C'est tout ce dont j'avais besoin. Et il n'avait aucune idée que le compte à rebours avait déjà commencé. Vivre avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, c'est comme partager une chambre avec une horloge qui fait tic-tac. On l'entend même quand tout le reste est silencieux. Le premier matin après son emménagement, je me suis réveillée tôt, par habitude. L'appartement sentait différemment. Un café plus fort, quelque chose de sucré et d'artificiel en dessous. De la crème à la vanille, pas la mienne. Je suis restée immobile à écouter. Des voix basses dans la cuisine. Le rire de Sébastien. Doux, sans retenue, le genre que je n'avais pas entendu depuis un moment. Je me suis habillée lentement, délibérément. Quand je suis sortie, ils se sont tous les deux tournés vers moi en même temps, comme s'ils l'avaient répété. Bonjour, dit-elle, trop joyeuse. Salut, ajouta Sébastien. Elle a fait du café. J'ai regardé la tasse dans sa main. Ma tasse. Merci, dis-je. Je vais me faire le mien. Un silence gênant s'est installé. Puis la conversation a repris, un peu plus fort que nécessaire. Une normalité de façade. C'est devenu le rythme des jours qui ont suivi. Elle n'a rien fait d'ouvertement répréhensible. Pas de limite franchie qui aurait pu être pointée du doigt et nommée. C'était presque pire. Au lieu de cela, il y avait des moments, des schémas, des micro-ajustements dans l'espace et le temps. Elle semblait toujours être là où était Sébastien. S'il était dans le salon, elle était sur le canapé. S'il sortait sur le balcon, elle le suivait avec une cigarette qu'elle prétendait essayer d'arrêter. S'il cuisinait,
elle planait au-dessus du comptoir, offrant des suggestions, se remémorant des repas qu'ils préparaient ensemble. J'ai remarqué à quel point il la corrigeait rarement. Tard le soir, quand j'étais déjà couché, j'entendais à nouveau leur voix. Basse, intime. Le genre de conversation que les gens ont quand ils croient que personne d'autre n'écoute. Je n'ai jamais rien dit. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas confronté. J'ai observé. La 4e nuit, je suis sorti pour boire de l'eau vers minuit. Ils étaient assis près l'un de l'autre sur le canapé, les genoux se touchant presque. La télévision était allumée, le volume bas, oublié. Oh, désolé, dit-elle rapidement, s'éloignant juste assez pour que ce soit défendable. Sébastien s'est levé. Tout va bien? Oui, dis-je, j'ai juste soif. J'ai rempli mon verre, pris une gorgée et suis retourné me coucher. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a plus effrayée que ne l'aurait fait la colère. Au 5e jour, elle avait des opinions sur la façon de ranger le lave-vaisselle, sur le thermostat, sur le voisin du dessous qui agaçait toujours Sébastien. Au 6e jour, elle avait commencé à laisser ses affaires partout. Des chaussures près de la porte, du maquillage sur le comptoir de la salle de bain, du linge dans le panier à linge, notre panier. Au 7e jour, elle avait cessé de demander avant d'utiliser les choses. Ce soir-là, je l'ai entendu rire et dire, « Mon Dieu, c'est tellement bizarre d'être de retour comme ça. » De retour. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le mur. Ce mot résonnait plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Sébastien n'a pas remarqué mon repli sur moi-même. Ou peut-être l'a-t-il fait et a choisi de ne pas le voir. Il m'embrassait distraitement, me remerciant encore d'être si compréhensive. Être compréhensive. C'était le rôle qu'il m'avait assigné. La fiancée arrangeante, la femme raisonnable, celle qui ne compliquait pas les choses. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que mon silence n'était pas de la soumission. C'était un inventaire. Au 10e jour, tout ce dont j'avais besoin était hors de l'appartement. Le garde-meuble était à moitié plein. Mes documents étaient en sécurité. Une chambre d'amis chez une amie était confirmée. La lettre au propriétaire était rédigée dans mes emails, prête à être envoyée. Il ne restait plus que le timing. Le matin que j'ai choisi était banal. Sébastien est parti tôt pour une réunion. Elle a fait la grasse matinée, porte fermée, inconsciente de tout. J'ai traversé l'appartement une dernière fois, lentement et méthodiquement. J'ai pris ce qui restait de moi-même. J'ai laissé ce que je ne voulais plus. Les clés sur le comptoir, une simple note. Aucune explication au-delà des faits. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, le clic de la serrure a sonné comme une finalité. Pas dramatique, juste terminé. Et en m'éloignant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Je n'ai pas pleuré en sortant du parking. Je l'ai remarqué immédiatement, comme une anomalie digne d'être notée. Pas de larmes, pas de main tremblante sur le volant, juste une conscience stable que je faisais quelque chose d'irréversible et que cela me convenait. Je suis allé directement au travail, me suis garé à ma place habituelle et je suis resté assise un moment de plus que nécessaire. Le monde ne s'était pas effondré. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Mon téléphone est resté silencieux pour le moment. J'ai passé la journée en pilote automatique, répondu à des emails, assisté à une réunion dont je me souviens à peine après coup, déjeuné sans rien goûter. De temps en temps, mon esprit rejouait l'image des clés sur le comptoir, de la note à côté, pas placée de manière dramatique, ni cachée, simple, sans équivoque. Vers 15 heures, mon téléphone a commencé à vibrer une fois, 2 fois, puis de nouveau. Je n'ai pas répondu. Le premier message vocal est arrivé moins d'une minute plus tard. Émilie, qu'est-ce qui se passe? Je viens de rentrer et ton placard est à moitié vide. Tu es parti quelque part? Appelle-moi. Je l'imaginais debout dans la chambre, scrutant les étagères, ouvrant les tiroirs comme si leur contenu pouvait se réorganiser s'il regardait assez attentivement. Le deuxième message vocal a suivi rapidement. Ce n'est pas drôle. Si tu essaies de faire passer un message, tu as réussi. Appelle-moi, d'accord?
Au troisième, sa voix s'était durcie. Tu fais sérieusement ça pour rien? Tu as dit que tu étais d'accord pour qu'elle reste. Tu ne peux pas simplement disparaître. Disparaître. Comme si je m'étais évaporée. Comme si je n'avais pas été là tout ce temps, observant, absorbant, décidant. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, le ton a changé. Émilie, je viens de parler au propriétaire. Il a dit que tu résiliais le bail. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La voilà, la panique qui perçait enfin. J'imaginais clairement la scène. Sébastien faisant les 100 pas, elle debout à proximité, les bras croisés, écoutant. La prise de conscience soudaine que le sol sous leurs pieds n'était pas si solide après tout. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des appels manqués de numéros que je n'avais pas enregistrés. Sa mère. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Bonjour Émilie, dit-elle d'une voix mielleuse. Ma chérie, je sais que tu es contrariée, mais tu ne peux pas abandonner Sébastien comme ça. Il est anéanti. Abandonné. Choix de mots intéressant. Il n'est pas abandonné, dis-je calmement. Il a de la compagnie. Une pause. Cette fille est juste une amie qui traverse une mauvaise passe. Alors elle peut la traverser ailleurs, répondis-je. Je ne suis pas responsable de son logement, ni du sien. Son ton s'est durci. Tu es sans cœur. 4 ans ensemble et c'est comme ça que tu gères les conflits. Je l'ai géré, dis-je. Juste pas de la manière que vous vouliez. Elle m'a dit que je le regretterais, que j'avais jeté quelque chose de rare, que je ne trouverais personne qui m'aimerait comme son fils le faisait. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle soit à court de mots. Quand elle s'est enfin arrêtée, j'ai dit, vous avez terminé? Je dois retourner au travail. Elle a raccroché sans dire au revoir. Le samedi, les messages s'étaient multipliés. Sa sœur a envoyé un long texto sur la communication et la maturité, sur le fait que je l'avais pris au dépourvu, que les adultes ne fuient pas quand les choses deviennent inconfortables. J'ai répondu une seule fois. J'ai communiqué mes inquiétudes. On m'a dit que je manquais d'assurance, alors je me suis retirée de la situation. Ce n'est pas fuir. J'ai été bloquée quelques minutes plus tard. Lundi matin, le propriétaire a appelé. Je voulais juste vous tenir au courant, dit-il. J'ai parlé à Sébastien de la reprise du bail. Il n'est pas éligible. Son dossier n'est pas bon, et il n'y a pas de revenu stable. J'ai fermé les yeux, me suis adossée à ma chaise. Et l'invité? Demandai-je. Il a ri une fois, un rire bref et sans humour. Occupante sans titre. Elle a essayé d'invoquer les droits des locataires. Ça ne s'est pas bien passé. Apparemment, elle avait aussi pris le téléphone, exigeant des prolongations, menaçant d'avocat. Le propriétaire, un homme qui était dans ce métier depuis plus longtemps que je n'étais en vie, n'a pas été impressionné. Ils ont jusqu'à la fin du mois, dit-il. Ensuite, je lance la procédure d'expulsion. Ce soir-là, Sébastien m'a envoyé un message d'un nouveau numéro. Merci beaucoup. Maintenant, on se fait mettre à la porte. J'espère que tu es heureuse. Je n'ai pas répondu. Mais je l'étais. Pas d'une manière jubilatoire. Pas avec satisfaction de leur détresse. J'étais heureuse parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne portais pas les conséquences de quelqu'un d'autre. Et cela ressemblait à de la liberté. Je pensais que le silence mettrait fin à tout. Qu'une fois que Sébastien aurait compris que je ne reviendrais pas, une fois que le propriétaire aurait rendu les choses réelles, tout le monde finirait par s'adapter. Se mettre en colère, être triste, devenir pragmatique. J'ai sous-estimé jusqu'où les gens peuvent aller pour éviter leurs responsabilités. Le premier signe est apparu le mardi après-midi, 3 jours après mon départ. J'étais dans une salle de conférence au travail, écoutant à moitié une révision budgétaire quand mon téléphone a vibré 2 fois de suite. Un collègue s'est penché et a murmuré, « Et, il y a un type qui te demande à l'accueil. Il dit que c'est urgent. » Mon estomac s'est noué. Je savais déjà.
Quand je suis entrée dans le hall, j'ai vu Sébastien faire les 100 pas près de l'accueil, les cheveux en désordre, les yeux rougis. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte, moins certain. La confiance qu'il portait si facilement dans notre appartement avait disparu. La réceptionniste m'a jeté un regard interrogateur. Je lui ai dit que vous étiez en réunion, a-t-elle chuchoté. Il n'a pas voulu partir. Sébastien m'a aperçu et s'est précipité vers moi. Émilie, Dieu merci. Il faut que tu me parles. Ce n'est pas approprié, dis-je doucement. S'il te plaît, insista-t-il. Juste 5 minutes. Tu ne peux pas me faire ça. Je sentais les regards sur nous. Curieux, mal à l'aise. Je ne te fais rien, dis-je d'un ton égal. J'ai pris une décision concernant mon propre bail. Tu dois partir. Il a secoué la tête, la voix brisée. Elle n'a nulle part où aller et maintenant le propriétaire menace de nous expulser. Tu savais que ça arriverait. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Non, dis-je. Je savais que quelque chose arriverait. J'ai juste arrêté de m'assurer que ça n'arriverait pas. La sécurité est arrivée quelques instants plus tard, calme, professionnel. Ils ont demandé à Sébastien de partir. Il n'est pas parti tranquillement. Tu gâches ma vie, a-t-il crié alors qu'il l'escortait dehors. Tu ne veux juste pas admettre que tu étais jalouse. Jalouse? Même maintenant? Mon patron m'a prise à part après. Je lui ai donné la version courte. Relation terminée. Limite franchie. Il a hoché la tête, compatissant, et m'a dit de le prévenir si cela se reproduisait. Ce week-end-là, l'ex a essayé une approche différente. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de message. Elle a envoyé une demande de connexion sur LinkedIn. J'ai fixé l'écran, à la fois incrédule et impressionné par l'audace. Salut Émilie, je pense qu'il y a eu un malentendu. J'aimerais bien qu'on tire les choses au clair un de ces jours. Aussi, si tu pouvais parler au propriétaire pour prolonger la date de déménagement, ça nous aiderait vraiment à nous organiser. Nous. J'ai refusé la demande sans répondre. Le jour suivant, la mère de Sébastien a rappelé, cette fois sans faux semblant. Espèce de femme égoïste et méchante, commença-t-elle. Mon fils t'a donné des années de sa vie. J'ai payé pour l'appartement, répondis-je calmement. Et je me suis retirée d'une situation à laquelle je n'avais pas consenti. Tu avais accepté, lança-t-elle. J'ai accepté parce que dire non aurait fait de moi la méchante de toute façon, dis-je. Au moins de cette façon, je suis libre. Elle a continué pendant 10 minutes sur la loyauté, le pardon, et sur le fait que personne ne m'aimerait jamais comme Sébastien. Quand elle a enfin fait une pause pour respirer, j'ai demandé, vous avez terminé? Elle a raccroché. En milieu de semaine, le propriétaire a de nouveau appelé. Ils n'ont pas bougé, dit-il. En fait, ils ont arrêté de faire semblant d'essayer. Apparemment, les courses disparaissaient, les factures n'étaient pas payées, les jours passaient sans qu'aucune recherche d'emploi ne soit faite. Ils attendaient que j'intervienne, que je répare, que j'arrange les choses. Je lance la procédure d'expulsion formelle, dit-il. Je voulais juste vous prévenir puisque votre nom était sur le bail original. Abandon, ont-ils prétendu, que je les avais laissés sans préavis. J'ai failli rire. L'avis d'expulsion a été signifié le lendemain. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message, envoyé depuis le téléphone de la mère de Sébastien. Tu fais ça pour le punir parce que tu ne supportes pas qu'il se soucie de quelqu'un d'autre. C'est de l'abus. Je documente tout. J'ai fait une capture d'écran et l'ai transmise à un ami avocat. Sa réponse est revenue en quelques minutes, lapidaire, absolument aucun risque. Se retirer d'un bail n'est pas de l'abus. C'est un déménagement. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Pas parce que tout était résolu, mais parce que la vérité n'exigeait plus ma participation. L'avis d'expulsion n'est pas arrivé dans le drame. Pas de cris, pas de confrontation, pas de supplique de dernière minute à ma porte. Juste de la paperasse. Le propriétaire m'a appelé le matin après qu'il ait été signifié, sa voix calme,
presque apologétique. Je voulais que vous l'appreniez de moi, dit-il. Papier de l'huissier, 30 jours, pas de prolongation. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis restée assise un long moment, le téléphone posé sur mes genoux, réalisant à quel point il était étrange d'être si éloigné d'un désastre qui était autrefois ma responsabilité. Car pendant des années, ça l'avait été. Si quelque chose se cassait, je le réparais. Si l'argent manquait, je couvrais. Si les émotions se compliquaient, je les apaisais. Maintenant, rien de tout cela ne s'appliquait. Sébastien ne m'a pas appelé après la signification des papiers. Il a envoyé des captures d'écran à la place. Des photos de documents à l'aspect juridique, des sections surlignées, une légende en dessous. C'est réel maintenant. Heureuse ? J'ai fixé le message, remarquant à quel point il était soigneusement formulé, pas « nous avons besoin d'aide », pas « j'ai peur ». Juste une accusation. Je n'ai pas répondu. Ce silence sembla déstabiliser quelque chose. Au cours des jours suivants, des connaissances communes ont commencé à me contacter. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Et, j'ai entendu dire que ça allait très mal entre toi et Sébastien. Est-ce que ça va ? Il a l'air vraiment secoué. Il a dit que tu étais parti sans prévenir. L'histoire était déjà en train d'être réécrite. J'ai gardé mes réponses courtes, neutres, factuelles. J'ai mis fin à la relation et je me suis retiré d'un bail que je payais. C'est tout ce qu'il y a à dire. Certains m'ont cru, d'autres non. J'ai cessé de me soucier de la catégorie dans laquelle il tombait. Puis est venue l'accusation. Pas de Sébastien directement, mais par l'intermédiaire de sa mère. Encore, toujours sa mère. Cette fois, c'était un long message texte envoyé d'un autre numéro inconnu. Tu as manipulé mon fils. Tu l'as piégé financièrement puis tu l'as abandonné quand les choses sont devenues difficiles. C'est de l'abus émotionnel. Émilie, j'en ai parlé à des gens. Nous documentons tout. Je l'ai lu 2 fois, lentement. Le langage était précis maintenant. D'apparence juridique. Délibéré. Je l'ai transmis à mon ami avocat avec une seule ligne. Toujours aucun risque ? Sa réponse est revenue presque instantanément. Toujours aucun. Elle bluffe. Laisse-la documenter. Le silence est ton meilleur allié. Alors, je suis restée silencieuse. Le prochain appel que j'ai reçu du propriétaire est venu une semaine plus tard. Ils prétendent que vous aviez promis de continuer à payer le loyer, dit-il. J'ai mis fin à ça. Votre dossier est impeccable. Et l'ex ? Demandai-je. Une pause, puis un rire sec. Elle a tenté de faire valoir un statut de locataire de fait. Je lui ai rappelé qu'elle avait emménagé sans permission. Cette conversation s'est terminée rapidement. Selon lui, l'ambiance dans l'appartement avait changé. Fini le sentiment de droit, fini la confiance, juste de la tension, des reproches. 2 personnes coincées ensemble sans nulle part où aller. Je l'imaginais clairement. Sébastien faisant les 100 pas, elle sur la défensive. Tous 2 cherchant quelqu'un d'autre à blâmer et ne trouvant que l'autre. Le dernier message est venu tard un soir de Sébastien lui-même. Pas d'insulte, pas de colère, juste du désespoir. Je ne comprends pas comment tu as pu me faire ça. Je n'aurais jamais cru que tu étais capable de quelque chose d'aussi cruel. Cruel. J'ai posé le téléphone et j'ai attendu que la douleur familière vienne. Elle n'est pas venue. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était une distance, nette et sans équivoque. Parce que la cruauté aurait été de rester, de laisser le ressentiment pourrir en quelque chose de plus laid, de lui apprendre que mes limites étaient optionnelles. Je n'ai pas ruiné sa vie. J'ai cessé de la protéger des conséquences. Et cette distinction importait plus que tout ce qu'il pouvait dire. L'expulsion ne s'est pas faite en douceur. Ce détail m'est parvenu indirectement par le propriétaire, qui m'a appelé après coup avec le ton que les gens utilisent quand ils ont vu quelque chose de désagréable mais inévitable. Jour 31, dit-il. Ils étaient toujours là. J'ai fermé les yeux. Selon lui, l'huissier est arrivé, accompagné de la police comme le veut la procédure.
L'ex-petite amie a ouvert la porte la première, les cheveux en bataille, la voix acérée d'indignation. Elle a argumenté. Elle a insisté sur le fait qu'il y avait eu un malentendu. Elle a demandé plus de temps. Sébastien est resté derrière elle, silencieux. Les papiers étaient clairs. Le délai épuisé, la patience disparue. On leur a donné des minutes, pas des heures, pour rassembler ce qu'ils pouvaient porter. Le reste serait considéré comme abandonné. Je pensais que vous devriez le savoir, a dit le propriétaire, puisque vous avez fait partie de cela si longtemps. J'apprécie, répondis-je, et je le pensais sincèrement. Après l'appel, je me suis assise à mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre. La circulation en bas était ordinaire et indifférente. Quelque part, une porte se fermait sur un chapitre que j'avais déjà quitté. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti une finalité. Plus tard dans la journée, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. J'ai immédiatement reconnu la cadence. J'espère que tu es satisfaite. Sébastien est anéanti. Elle est partie. Il est seul. Tu l'as brisé. Sa mère. Une dernière tentative pour attribuer la propriété de la douleur. J'ai tapé une réponse. Je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Je l'ai effacée aussi. Puis j'ai écrit, il avait une partenaire qu'il aimait. Il a choisi de donner la priorité à quelqu'un d'autre. Les conséquences ne sont pas les miennes à porter. Je l'ai envoyé. Il n'y a pas eu de réponse. Dans les semaines qui ont suivi, des bribes d'informations m'ont été filtrées à travers les fissures des connaissances communes et des relations lointaines. Sébastien est retourné vivre chez ses parents. Sa mère était furieuse, non pas contre lui, mais contre moi. Elle racontait à qui voulait l'entendre que j'avais été froide, contrôlante, émotionnellement indisponible. J'ai laissé l'histoire vivre sans la corriger. Les gens qui me connaissaient comprenaient déjà. Les autres n'allaient jamais comprendre. L'ex-petite amie a rebondi de canapé en canapé. D'abord chez des amis, puis chez des amis d'amis, chaque séjour plus court que le précédent. Apparemment, la compassion a ses limites quand on lui demande de financer la vie de quelqu'un d'autre. Ses réseaux sociaux la présentaient toujours comme une fondatrice, une visionnaire. J'ai bloqué son profil après ça. Quant à moi, j'ai tranquillement réduit mon train de vie. Un studio non loin du travail. Murs blancs, lignes épurées, juste assez d'espace pour ce dont j'avais réellement besoin. J'ai rendu la bague de fiançailles et mis l'argent directement sur mon compte épargne. J'ai perdu les acomptes pour le mariage. Cette partie m'a fait plus mal que prévu. Pas le coup, mais l'avenir qu'il représentait. Il y a eu des nuits où je me suis remise en question. Des nuits tardives, silencieuses. Ai-je surréagi? Aurais-je dû parler davantage? Partir était-il le choix des lâches? Mais ensuite, je me suis souvenu de la facilité avec laquelle mes limites avaient été ignorées. De la rapidité avec laquelle mon malaise avait été qualifié de manque d'assurance. De la naturalité avec laquelle mon sacrifice avait été présumé. Je n'avais pas fui. Je m'étais éloigné de quelque chose qui ne m'honorait plus. Le propriétaire m'a dit récemment que de nouveaux locataires avaient emménagé. Un jeune couple, les deux noms sur le bail, tous deux avec un emploi. Tant mieux pour eux. Quant à moi, je ne me précipite pas. Je ne sors avec personne, je ne reconstruis pas la confiance selon le calendrier de quelqu'un d'autre. J'apprends à être seule sans me sentir seule. Et c'est plus difficile que ça en a l'air. Mais c'est honnête. Et l'honnêteté, j'ai appris, est plus silencieuse que le chaos. Elle ne crie pas. Elle ne menace pas. Elle reste simplement ferme et laisse tout le reste se révéler. Le temps a une façon de poncer les souvenirs les plus vifs jusqu'à leur bord. Pas de les effacer, juste de les rendre plus faciles à tenir. 6 semaines se sont écoulées après l'expulsion. Assez longtemps pour que l'adrénaline retombe. Assez longtemps pour que le bruit s'apaise. Assez longtemps pour que j'arrête de me crisper à chaque fois que mon téléphone vibrait. Je n'ai plus eu de nouvelles de Sébastien, pas directement, mais j'ai entendu parler de lui. Un ami commun a mentionné prudemment qu'il n'allait pas bien,
que son retour chez ses parents était tendu, que sa mère surveillait tout, son emploi du temps, sa recherche d'emploi, ses humeurs, comme si le contrôle pouvait remplacer la stabilité. Un autre ami a dit qu'il avait raconté que j'étais émotionnellement distante, que j'avais été difficile à cerner, qu'il s'était senti seul même quand nous étions ensemble. J'ai écouté sans me défendre. Il y a quelque chose de libérateur à laisser les gens croire la version de vous qui a du sens pour eux. Argumenter ne fait que vous rattacher à une histoire que vous avez déjà quittée. L'ex-petite amie s'est estompée plus rapidement. Au début, il y avait des publications, des citations vagues et provocantes sur la résilience, la reconstruction, l'élimination des personnes toxiques de sa vie. Puis moins d'activité, puis plus rien. Apparemment, squatter les canapés perd de son attrait quand la gratitude n'arrive jamais. Une amie a laissé entendre qu'elle avait épuisé 3 endroits en 2 mois. Une autre a dit qu'elle avait essayé de rester juste quelques semaines ailleurs aussi. Les schémas se répètent quand ils ne sont jamais examinés. Quant aux objets laissés dans l'appartement, meubles, cartons, bric-à-brac, le propriétaire les a fait enlever après la date limite, a donné ce qu'il pouvait, a jeté le reste. Je n'ai pas demandé de détails. Ces objets appartenaient à une version de ma vie qui n'avait plus besoin de documentation. Dans mon nouveau studio, tout avait une place. Pas parce que je forçais l'ordre, mais parce qu'il y avait moins à gérer quand j'ai arrêté de porter le poids des autres. J'ai appris à quoi ressemble réellement le silence quand il n'est pas rempli de tension. J'ai appris à quel point le sommeil peut être réparateur quand aucune partie de vous n'est sur ses gardes. J'ai appris que la paix n'est pas dramatique. Elle est presque ennuyeuse. Et c'est tout l'intérêt. Un soir, alors que je déballais le dernier carton du garde-meuble, j'ai trouvé un vieux carnet. Notes de mariage, liste d'invités, palette de couleurs, une vie planifiée d'une écriture soignée. Je l'ai feuilleté lentement, puis je l'ai refermé. Le deuil ne ressemble pas toujours à des larmes. Parfois, il ressemble à une prise de conscience. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas perdu. Je n'ai abandonné personne. J'ai choisi de ne pas rester là où je n'étais plus considéré. Et ce choix, silencieux, non célébré, ferme, a tout changé. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, ce n'est pas sur la vengeance, la victoire ou le fait de prouver quoi que ce soit. C'est ceci, quand quelqu'un vous demande de vous réduire pour qu'il puisse se sentir généreux, quand votre malaise est traité comme un inconvénient, quand l'amour se mesure à la quantité de choses que vous êtes prête à tolérer, soyez attentive. Partir ne signifie pas que vous ne vous en souciez pas. Cela signifie que vous vous êtes enfin suffisamment soucié de vous-même. Et parfois, c'est la fin la plus courageuse qui soit. Il y a un moment étrange qui survient après la fin du chaos. Pas exactement du soulagement, pas une clôture, juste la prise de conscience silencieuse que personne n'attend plus que vous vous expliquiez. Ce moment est arrivé pour moi un mardi ordinaire. Je faisais la queue à l'épicerie de mon quartier maintenant, tenant un panier avec exactement ce dont j'avais besoin et rien de plus. Personne ne m'envoyait de message pour que je prenne quelque chose qu'il avait oublié. Personne ne me demandait si je pouvais payer cette fois-ci. Personne ne planait dans ma vision périphérique émotionnelle. Juste moi, existante, banale, libre. J'ai complètement emménagé dans mon studio cette semaine-là. Le dernier carton du garde-meuble est resté non ouvert dans un coin pendant des jours avant que je ne m'en occupe enfin. À l'intérieur se trouvaient les vestiges d'un avenir qui n'a jamais eu lieu. Des faveurs de mariage, un classeur étiqueté « prestataire », une pile d'enveloppes que je n'avais jamais postées. Je ne les ai pas ouvertes une par une. J'ai mis le carton entier au recyclage. Pas avec colère, pas cérémonieusement, juste efficacement. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour moi-même. Quelque chose de simple. J'ai mangé au comptoir, lavé la vaisselle immédiatement après. Aucun ressentiment ne couvait sous la routine, aucun compte n'était tenu. Et c'est là que ça m'a frappé. Je n'avais pas pensé à Sébastien de toute la journée. Ni à ses choix, ni aux accusations de sa mère, ni à l'ex-petite amie ou à l'expulsion ou aux versions réécrites de moi flottant dans les conversations des autres. Je n'avais pas essayé de ne pas penser à lui. Je n'y avais tout simplement pas pensé. Le monde ne s'était pas effondré parce que j'étais partie. Il s'était réorganisé.
J'ai appris plus tard par le plus fin fil de connaissance que Sébastien sortait de nouveau avec quelqu'un, qu'il disait aux gens qu'il était enfin avec quelqu'un qui le comprenait, que sa famille approuvait. J'ai souri en entendant cela, non pas parce que je lui souhaitais du bien, non pas parce que je lui souhaitais du mal, mais parce que cela confirmait ce que je savais déjà. Il n'avait pas perdu une partenaire, il avait perdu un amortisseur. Quelqu'un d'autre absorberait maintenant ce que j'absorbais autrefois. Et peut-être qu'elle durerait plus longtemps, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus ma leçon à répéter. Quant à moi, je ne me suis précipité dans rien de nouveau. J'ai appris à accepter l'inconfort sans le résoudre. À apprécier la compagnie sans fusionner les identités. À dire non sans répéter une justification au préalable. L'argent de la bague de fiançailles est resté en épargne. Les acomptes du mariage sont restés perdus. Ces deux faits ont cessé de faire mal quelque part en cours de route. C'était le prix de la leçon. Voici la vérité que je n'adoucis plus. L'amour qui exige que vous disparaissiez n'est pas de l'amour. La générosité qui ne coûte qu'à une seule personne n'est pas de la générosité. Et rester silencieuse pour maintenir la paix ne vous rend pas gentille. Cela vous rend invisible. Je ne suis pas partie de façon dramatique. Je n'ai pas crié, ni exposé, ni détruit. Je me suis écartée et j'ai laissé chacun révéler exactement qui il était sans mon intervention. Si vous lisez ceci et vous demandez si vous devriez rester, faire plus de compromis, mieux vous expliquer, posez-vous une seule question. Si vous arrêtiez de tout faire tenir ensemble, qui serait encore debout? Cette réponse vous dit tout. Commentaire, j'aimerais partager avec vous une réflexion qui me tient à cœur. Poser ses limites n'est jamais un acte de méchanceté envers les autres. C'est avant tout un acte de respect et de bienveillance envers soi-même. La vraie gentillesse ne demande jamais de sacrifier notre paix intérieure pour le confort d'autrui. Nous ne pouvons pas porter indéfiniment les conséquences de choix qui ne sont pas les nôtres. Choisir la sérénité plutôt que le conflit est une preuve de grande maturité. La guérison commence souvent dans le silence, lorsqu'on arrête de justifier sa propre valeur. Votre bien-être est une priorité, pas une option négociable. N'oubliez jamais que vous avez le droit de vous choisir en premier. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.